Merci beaucoup de m'accueillir et de m'écouter. Donc comme l'a dit Damien, vous avez vu avec ma thèse et puis mes travaux, que j'ai un peu réorienté mes travaux. Maintenant, je travaille davantage sur le domaine de la restauration, mais je suis assez éloigné en tout cas du thème de l'immigration. C'est pas super de commencer une conférence en disant ça, mais c'est pour vous dire que j'ai quand même travaillé là-dessus, notamment parce que j'ai fait un cours en première année pendant plusieurs années. Là, c'est un autre collègue qui le donne, mais voilà, un cours de sociologie de l'immigration. Et donc, c'est en partie ce cours que je vais essayer de vous présenter là, dans un format beaucoup plus réduit, parce que le format universitaire, c'est 24 heures. Donc là, je vais essayer de réduire au maximum, de faire les choses, voilà. J'espère qu'en réduisant autant, ça sera intelligible. Donc, n'hésitez pas s'il y a des éléments qui méritent éclaircissement, ou si vous avez des questions au fur et à mesure de mon propos, à me couper, à lever la main, à prendre la parole, etc. Il n'y a pas de problème et je ne serai pas du tout embêté qu'il y ait un échange avec la salle directement sans attendre les traditionnelles questions-réponses de la fin. J'ai essayé, alors donc comme je suis pas spécialiste, enfin en tout cas je travaille pas directement sur l'immigration, je vais davantage vous présenter bien évidemment des travaux de sociologues éminents qui ont bossé sur cette question-là, et aussi parce que quand on parle d'immigration, on peut pas faire quand on fait de la sociologie de l'immigration, on peut pas s'abstenir de faire de l'histoire. Parce que c'est un élément essentiel de penser, d'avoir une vision à long terme, ou en tout cas une vision historique, au moins à partir de ce que les historiens appellent l'époque contemporaine, donc c'est-à-dire à partir de la Révolution française. Et vous allez voir, je vais commencer d'ailleurs un peu mon topo là-dessus, en quoi la Révolution française, c'est une matrice pour comprendre l'immigration en France et le phénomène migratoire en France. Alors j'ai essayé d'orienter mon propos et de structurer mon propos avec des questions qui peuvent se poser. Alors je ne sais pas si on vous les posera sur le terrain, mais en tout cas des questions qui peuvent être posées. La première, en fait, c'est une question un peu basique, c'est pourquoi la France est un grand pays d'immigration. Il faut avoir en tête que la France, c'est parmi les pays occidentaux, je connais moins les pays, la sociologie ou l'histoire des pays qui ne sont pas en dehors du cadre occidental, mais parmi les pays occidentaux, la France est le plus grand pays d'immigration. Le pays qui a l'histoire la plus longue avec l'immigration, avec bien sûr les États-Unis, mais il y a une particularité des États-Unis, vous le savez bien, c'est un pays de peuplement, etc. Donc il a fallu peupler le pays, enfin il a fallu exterminer les Indiens et peupler le pays, mais en tout cas, il y avait une dynamique de peuplement. En tout cas, la France est très spécifique, notamment du point de vue européen, parce que c'est un pays qui a une très forte tradition et une très forte histoire de l'immigration. Encore actuellement, même si aujourd'hui, on est tout à fait dans les standards européens en termes d'immigration en France, il n'y a pas du tout plus d'immigration en France actuellement que dans les autres pays européens. On est à peu près à 12% de la population étrangère, une population même immigrée. En fait, je vais commencer par ça. Donc la différence, je commence comme ça. La différence entre immigrés et étrangers, parce que ça, il faut savoir qu'en fait, dans le droit français, la seule catégorie qui vaut, c'est la catégorie d'étrangers. Ce que sépare le droit français, c'est du point de vue de la nationalité entre les Français et les étrangers, et c'est simple, est étranger quelqu'un qui est sur le sol français, n'a pas la nationalité française. Ça, c'est la catégorie juridique. La catégorie d'immigrés, en fait, c'est une catégorie nouvelle qui a été créée, on verra, j'essaierai de vous l'expliquer, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, quand il y a des débats autour de la présence d'étrangers en France, et on invente cette catégorie d'immigrés. Et en fait, les immigrés sont des personnes qui sont nées à l'étranger, de nationalité étrangère et qui résident en France. Ce qui fait que par contre, via le jeu de la naturalisation, vous pouvez être à la fois immigré et français. C'est-à-dire que vous pouvez être né à l'étranger de nationalité étrangère, résider en France et par le mariage ou par d'autres éléments, devenir français. Et donc vous êtes français mais immigré. Ce qui fait que la population des immigrés en France, elle est plus importante que la population des étrangers en France. Alors je vous ai recherché les chiffres, parce qu'il faut toujours, je vais vous donner quand même quelques chiffres. La population d'immigrés en France actuellement en 2022, d'après l'INED, il y a toujours un petit écart, hein, il faut toujours, les chiffres stabilisés, c'est toujours 2-3 ans d'écart. Vous ne vous laissez pas avoir par des gens qui vous donnent des chiffres de 2024, c'est pas possible de les avoir. Il faut aller voir des vrais instituts comme l'INED qui travaillent bien. Et donc en 2022, l'INED vous dit qu'il y a 7 millions d'immigrés en France, c'est à peu près 10% de la population française. Et il y a 7,8% d'étrangers en France. Si on compare, par exemple, avec l'Allemagne, l'Allemagne est à peu près à 12%, l'Angleterre à peu près à 12% d'immigrés. La Suisse explose tous les compteurs européens et est beaucoup plus important. Par exemple, les petits pays ont une immigration beaucoup plus forte. Au Luxembourg, il y a 46% d'immigrés, par exemple.
En Suisse, de mémoire, il y a environ une trentaine de pourcents d'immigrés. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire que si l'immigration en France est un phénomène ancien, actuellement, par rapport à ce qu'on peut dire ou ce qu'on entend, notamment du Rassemblement national ou même des sbires de Macron, voilà, il n'y a pas, un écart et une immigration beaucoup plus importante en France que dans les autres pays. C'est bon comme ça? Ouais. Ok. Donc, ce préambule étant là, c'est pas parce qu'aujourd'hui l'immigration est en France à peu près la même qu'elle est dans les autres pays européens qu'il faut occulter que voilà, il y a une tradition et une histoire de l'immigration très importante en France qui fait que, alors c'est difficile d'avoir un chiffre vraiment précis, mais j'ai regardé en arrivant là, on pense qu'il y a à peu près, les chercheurs de l'INED disent qu'il y a à peu près 2/5 des Français qui ont une ascendance étrangère. Des Français de 2022 qui ont un parent étranger. Certains disent un peu moins, d'autres disent un peu plus. Comme il n'y a pas de statistiques ethniques en France, on ne peut pas avoir des chiffres extrêmement précis, mais en tout cas c'est à peu près dans cet ordre d'idées-là. Donc là par contre c'est relativement important. Alors pour comprendre cette immigration-là, et pourquoi est-ce qu'il y a une immigration très forte en France, je vous dis qu'il faut faire un peu d'histoire, et je vais essayer d'aller vite, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas là-dessus. Il y a 3 éléments qui expliquent pourquoi il y a cette immigration forte en France, et il faut penser, je vous dis, au moment de la Révolution française. Le premier élément qui distingue la France de certains autres pays européens, c'est sa centralisation précoce. C'est-à-dire que c'est un pays qui très rapidement a été unifié, avec une capitale, avec un territoire. Alors bon, il y a eu l'Alsace et la Lorraine, etc. Il y a eu Nice en 1870 qui se sont rajoutés, mais sinon le territoire est relativement unifié. Alors que ce n'est pas du tout le cas, par exemple, en Allemagne et en Italie. En Allemagne et en Italie, il faut attendre, en Allemagne 1870, l'union allemande se fait à partir de la victoire de la Prusse contre le Second Empire français, et l'union allemande se fait en 1870 autour de la Prusse. Pareil, en Italie, on a beaucoup de provinces et l'union se fait autour du royaume de Piémont-Sardaigne, pareil, à peu près dans les mêmes eaux, et notamment sous l'action de Garibaldi, que vous connaissez parce qu'il y a une avenue à Limoges qui porte son nom. Voilà, donc l'unité italienne aussi se fait relativement tardivement par rapport à la France, où il y a une unité très importante dès le Moyen-Âge. Et si ça vous intéresse ces questions-là, il y a un grand sociologue qui a travaillé sur ces questions-là, c'est Norbert Elias, qui est un sociologue allemand. Par la force du nazisme, il est devenu anglais au fur et à mesure de sa vie, mais voilà, très grand sociologue qui a travaillé sur le processus de civilisation et qui explique la spécificité de la France du fait de sa centralisation. Donc ça, c'est un point important parce que, vous allez voir, je vous l'expliquais tout à l'heure, l'immigration est fortement liée au développement de l'industrie. Et pour qu'il y ait un développement de l'industrie, il faut aussi qu'il y ait un pays relativement important pour créer des débouchés économiques au développement de la grande industrie. Donc c'est pour ça que la grande industrie aussi, elle existe en Allemagne, mais elle explose à partir de 1870. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Allemagne va devenir un pays, un peu plus un pays d'immigration, même si pendant longtemps, ça restera aussi un pays plutôt d'émigration. Et puis l'Italie, pays d'émigration bien connu, etc. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la centralisation précoce. Deuxième élément, alors qu'il y a aussi en Angleterre, etc., qu'il y a aussi en Espagne, c'est les autres éléments qui vont expliquer pourquoi la France se distingue de l'Angleterre et de l'Espagne. Deuxième élément, c'est la colonisation. Alors, bien sûr, on y reviendra, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on peut pas occulter le fait que la colonisation a produit des effets en termes d'immigration, même si au départ, les premiers pays d'émigration vers la France, c'est pas les pays colonisés, hein, c'est d'abord la Belgique, c'est après la Pologne, c'est l'Italie, ça sera après l'Espagne, etc. Mais ensuite viendront, à partir surtout de la Seconde Guerre mondiale, les pays du Maghreb, puis à partir des années 60 et le Portugal, et à partir des années 1960-1970, les pays d'Afrique subsaharienne. Mais il y a un lien fort, si la France a une telle histoire avec l'immigration, c'est forcément en lien avec son empire colonial. Donc pour le moment, vous voyez, il n'y a qu'un pays qui est relativement proche de la France, c'est l'Angleterre, c'est la Grande-Bretagne, qui partage à la fois la centralisation et qui partage aussi un empire colonial important qui peut nourrir des vagues migratoires. C'est le troisième point en fait qui va faire la différence entre la France et l'Angleterre et qui explique pourquoi la France est un pays beaucoup plus d'immigration que l'Angleterre. C'est notamment lié à la Révolution française. Et pourquoi ? Parce que qu'est-ce que va produire la Révolution française ? Va produire en fait une redistribution d'une partie, vous le savez, des terres de la noblesse à la paysannerie. Et en fait, avec la Révolution française, une partie des paysans français vont accéder à la propriété terrienne. Ce qui fait que
la France, contrairement à l'Angleterre, va être un pays, pendant tout le 19e siècle, est un pays rural, est un pays qui va avoir du mal à s'industrialiser. Pourquoi? Parce qu'il y a les conditions matérielles pour les paysans pour rester sur leur terre. C'est totalement différent, puisqu'en Angleterre, au même moment, il y a le mouvement tout à fait inverse, qui est celui qu'on appelle le mouvement des enclosures, c'est-à-dire que les grands propriétaires terriens anglais vont fermer leurs propriétés, donc empêcher les petits paysans qui ils peuvent pas amener leurs bêtes paîtres sur les terres des grands propriétaires anglais. Ils sont contraints donc de migrer, ils n'ont pas les conditions matérielles pour rester à la campagne, ils migrent vers les villes, et donc ça va être une population importante pour l'industrie anglaise. Alors, pourquoi c'est important que la France ça soit aussi un pays de petits propriétaires terriens? C'est parce qu'à la fois, ils peuvent rester sur leurs terres, et aussi, il va y avoir en France, pendant le 19e siècle, un comportement malthusien de la part des agriculteurs français. C'est-à-dire que très rapidement en France, il va y avoir un problème de naissance. Vous voyez, le réarmement démographique, ça date d'un bout de temps. Il y a un problème de naissance, pourquoi? Parce que les paysans qui viennent d'accéder à la terre, eh bien, ils vont volontairement faire peu d'enfants, parce qu'ils ne veulent pas être obligés de séparer leurs lopins de terre qu'ils viennent d'avoir. Donc ils vont faire relativement peu d'enfants. Et donc d'ailleurs, vous savez, ceux qui ont vu ça, les cadets, ils sont obligés de migrer très souvent. Il y a une immigration des cadets, une émigration pardon, des cadets. Donc ils font relativement peu d'enfants. Ce qui fait qu'il n'y a pas de bras pour l'industrie française. Comme il n'y a pas de bras pour l'industrie française, dans un premier temps, les industriels décident d'amener les usines à la campagne. C'est aussi pourquoi, en France, si vous regardez, il y a, à part Paris, qui est à l'époque un contre-exemple français, parce que c'est la plus grande ville européenne, c'est la plus grande ville ouvrière, on a du mal à le penser, mais au 19e siècle, c'est ça. Mais à part Paris, il n'y a pas des grands centres urbains qui sont des centres industriels. On crée des grands centres industriels, en fait, quasiment à la campagne. Vous pensez au Creusot, pour la famille Schneider, à Montbéliard, etc. Vous voyez, ces grands centres industriels-là, les mines, enfin les houillères dans le nord de la France, c'est dans des petites villes au départ. Voilà. Parce qu'on va chercher là où il y a les paysans. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle à cette époque-là la proto-industrie, c'est-à-dire que les paysans travaillent la moitié du temps sur leur terre et la moitié du temps dans les industries. Mais c'est des petites industries. Quand il y a la seconde révolution industrielle, donc à partir de la seconde moitié, on va dire le second empire, la seconde moitié du 19e siècle, on manque de bras en France pour l'industrie. Et donc, il va falloir faire appel tout de suite à l'immigration étrangère pour une logique proprement économique et proprement industrielle. Ça aussi, s'il y a un mythe, peut-être qu'on va pouvoir casser, c'est cette idée que la France aurait été une terre d'asile, une terre d'accueil, etc. Ça a quasiment jamais été le cas. Il y a peut-être une toute petite période, c'est au moment de la Révolution française, mais les quelques premières années de la Révolution française, avant que ça bascule vraiment dans la terreur, où là, c'est une terre d'accueil. Mais sinon, les logiques migratoires en France, ça a toujours été lié à des questions économiques. Et on a toujours traité les immigrés avec toutes ces questions. Donc on les accueille quand on en a besoin, c'est la prospérité économique. Et dès qu'il y a un temps de crise, eh bien, se pose la question de comment les renvoyer chez eux, etc. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, c'est ça qui spécifie la France, et c'est pour ça que vous avez d'abord une première vague d'immigration, donc les Belges pour les industries du nord et de l'est de la France. Puis vous allez avoir les Polonais dans les mines du nord de la France, les Italiens aussi qui vont migrer dans le sud-est, dans la vallée du Rhône, là aussi où il y a des industries, etc. Et puis une très faible, par exemple, immigration espagnole au départ. Un peu dans le sud-ouest, mais c'est relativement faible. Donc voilà pourquoi la France est un grand pays d'immigration, et puis il y aura des circonstances qui vont réactiver cette immigration-là, notamment donc la première phase c'est 1880, la deuxième 1870-1880. La deuxième grande phase, ça sera dans l'entre-deux-guerres, puisque une grande partie des ouvriers français se sont fait décimer pendant la Première Guerre mondiale. Ils manquent de bras, et puis la France à l'époque est en plein boom économique dans les années 20. C'est l'équivalent de la Chine actuellement, si vous voulez, la France à cette époque-là. Et là, c'est une très grande vague migratoire. À cette époque-là, en 1920, voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je dis souvent aux étudiants, il y a plus d'immigrés en France qu'aux États-Unis. Voilà, c'est vraiment la France a besoin de ces immigrés-là. Il y a un trou démographique, il y a les ouvriers qui sont morts à la guerre, il y a les enfants aussi qu'ils n'ont pas eu parce qu'ils sont morts à la guerre, donc il y a vraiment un creux. Donc il faut faire un appel massif aux ouvriers étrangers. Et donc à ce moment-là, la France a à peu près le même nombre d'étrangers, enfin le même pourcentage, il faut raisonner en part dans la population, mais c'est à peu près le même pourcentage que maintenant. Vous voyez, c'est très important, et c'est là où on a l'afflux massif, pour le coup, des Italiens notamment.
Donc voilà, ça c'est la première, j'essaie de répondre à cette... Et puis après, bien sûr, il y aura une troisième phase, la fin de la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de reconstruire le pays après la Seconde Guerre mondiale, la nécessité de bras, et là, pour le coup, l'appel à la main-d'œuvre coloniale, notamment du Maghreb, et alors, non coloniale, mais du Portugal aussi, très importante à partir de ce moment-là. Et voilà, la troisième grande phase d'immigration en France. Mais à chaque fois, vous voyez, lié à des considérations économiques et à des considérations du fait du manque de bras de la population française. Et donc c'est cette configuration spécifique de la France qui en fait un aussi grand pays d'immigration et qui explique pourquoi, ben voilà, je vous dis, on a 2 Français sur 5 qui ont des origines étrangères, même on en a qui se présentent pour le Front National, qui ont leurs 3 ou 4 grands-parents étrangers, je crois. Enfin voilà, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de massif au sein de la population française. Voilà, ça c'était la première question. Alors là aussi, si vous avez des questions, je vous le dis, vous n'hésitez pas à me couper. Je parle vite, mais il ne faut pas hésiter à me couper. Oui. Parce que là, tu nous parles en fait des besoins de la France, mais les besoins des Polonais, des Italiens qui viennent en France. Qu'est-ce qui fait qu'ils viennent en fait? Ah mais ça c'est super, ça me fait une transition toute trouvée. On a bien fait de se coordonner avant le début de la... Parce que c'était mon deuxième point, de dire que c'est vrai, tu as tout à fait raison de dire ça, c'est-à-dire qu'en fait quand on parle d'immigration, le problème quand on utilise le vocable immigration, c'est qu'on problématise uniquement du point de vue d'accueil, du pays d'accueil. C'est-à-dire qu'il y a une grande phrase, pour le coup, qui peut paraître assez basique comme ça, mais qui est une phrase de Gérard Noiriel. Donc Gérard Noiriel, un historien contemporain, voilà, qui est spécialiste aussi de l'immigration, qui avait des super travaux, et puis là, on commence un peu à vriller, on pourrait dire un petit peu, là, ces derniers temps, là, il vieillit un peu mal, Gérard. Bon. Mais en tout cas, tout ce qu'il a pu faire avant était vraiment une somme, et c'est vraiment très important pour l'histoire de l'immigration. Donc il dit, cette phrase basique, mais il n'y a pas d'immigration sans émigration. Voilà. Et donc, il faut toujours avoir en tête que, tu as raison, il y a des conditions de départ. Et notamment, alors ça me permet de revenir sur la question de la colonisation et de penser qu'avec la colonisation, la France, comme les grands empires coloniaux, ont créé les conditions du départ de ces populations-là. Alors il y a notamment là un très très grand sociologue, lui qui est peut-être le plus... voilà, tous ceux qui ont fait de la sociologie en ont entendu parler, je vous ai amené son bouquin, mais c'est Abdelmalek Sayad, qui est un sociologue franco-algérien, qui a énormément travaillé sur la question de l'immigration algérienne en France, qui a été un collaborateur, enfin un collaborateur, non, c'est mal dit, qui a travaillé avec Pierre Bourdieu, parce que ça voudrait dire qu'ils ne sont pas sur un niveau d'égalité, mais voilà, donc un très grand sociologue, et donc qui a travaillé là-dessus, et qui a montré notamment comment l'immigration algérienne en France, ben, on ne peut la comprendre que si on pense la manière dont la colonisation a déstabilisé la société rurale algérienne, notamment par l'introduction de la monnaie. En fait, le principe de l'introduction de l'échange marchand qui existait, mais il y avait peu de monnaie en circulation. En créant les conditions d'introduction de la monnaie, ça a créé en fait une difficulté pour les campagnes algériennes de pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc, dans un premier temps, alors, il y a un article très connu qui s'appelle « Les 3 âges de l'émigration algérienne en France », où il explique que dans un premier temps, dans les années, allez, on va dire juste avant la Seconde Guerre mondiale et surtout après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a une première vague d'immigration algérienne en France de ruraux algériens. Ce n'est pas les Algériens des grandes villes algériennes qui immigrent en France, ce sont des ruraux algériens qui émigrent en France pour préserver l'économie traditionnelle rurale algérienne. Et en fait, l'idée, c'est d'aller travailler en France, justement de gagner de l'argent et de ramener cet argent au pays pour pouvoir utiliser la monnaie et pour pouvoir maintenir les traditions algériennes. Ce qui fait que dans un premier temps, là aussi, c'est un point de vue, c'est un élément important qu'on ne dit pas assez, c'est-à-dire que ces migrants algériens, ils ne pensent pas du tout à vivre en France et à s'installer en France. L'immigration, elle est temporaire. Et d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Il faut avoir en tête que j'ai vu, je crois que c'est 40% des immigrés actuels en France qui repartiront dans leur pays d'origine. Pour qui l'immigration n'est pas une immigration d'installation, mais une immigration temporaire. Et donc c'est ça la première logique de l'immigration algérienne. Une immigration temporaire, une immigration de paysans, qui en fait vont travailler en France en dehors des moissons, de la période des moissons, gagnent de l'argent et ensuite ramènent de l'argent au pays.
Et il y a une volonté d'ailleurs des sociétés rurales algériennes en fait, on envoie prioritairement des hommes qui ont de la famille au village, qui ont la femme et des enfants, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent, c'est qu'ils soient pas, je sais pas, que les lumières de la ville ne les éblouissent pas trop, et donc qu'ils reviennent au pays et qui dépensent pas leur argent, dont on veut être sûr qu'ils reviennent. Et donc en fait, il y a cette logique-là. Alors, peut-être ça peut m'amener à vous dire un cas actuel qui peut être intéressant aussi, c'est qu'encore aujourd'hui, on voit qu'une majorité, une grande partie de l'immigration de travail, l'immigration économique, est une immigration de jeunes hommes et de jeunes hommes issus de milieux ruraux dans leur pays d'origine. Ce n'est pas d'une immigration des grandes villes africaines. C'est souvent issu de milieux ruraux, ce qui fait qu'on peut penser qu'il y a une double acculturation. Vous imaginez, à la fois, la première, c'est vous passez de votre pays d'origine à la France, et vous passez aussi de la campagne à la ville, puisque vous émigrez dans une ville. Donc vous voyez comment c'est difficile sur deux plans. Je dis souvent aux étudiants, voilà, quand vous allez à Paris la première fois, on est surpris quand même de cette ville, on peut être un peu interloqué, on a du mal à s'y faire. Ben, pensez la même chose dans un pays étranger. Donc il faut aussi penser à ça. Donc il y a cette double acculturation. Autre chose aussi, peut-être qu'on retrouve, c'est une question qui est souvent posée, c'est de dire mais pourquoi les gens partent de leur pays quand on sait ce qui se passe en France, les conditions dans lesquelles ils sont accueillis, les conditions dans lesquelles ils travaillent, la précarité dans laquelle ils sont, etc. Sayad a beaucoup travaillé là-dessus et il explique comment il y a un mensonge collectif. Alors lui aussi parce que Sayad travaille plutôt du côté du pays de départ. Et il explique qu'en fait, comme les personnes qui les envoient, les personnes au village qui envoient ces travailleurs-là, ils ont besoin de leur argent. Donc il y a besoin de cacher la réalité du travail en France. De ne pas dire aux jeunes, avant qu'ils partent, tu sais, le travail en France, ça va être un travail très difficile, parce que bien sûr, les immigrés, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils font toujours les tâches les plus dures, les tâches les moins bien payées, là où les gens là où les autres travailleurs ne veulent pas aller. Ils sont logés dans des gourbies, etc. Gourbies, pardon. Bon, voilà. Mais il faut quand même qu'ils partent pour sauver le village. Les travailleurs immigrés aussi, quand ils reviennent avec une forme de prestige. Ils ont ramené l'argent, ils font des cadeaux, voilà, ils ont une valeur au village. Dire au village, ben en fait, cet argent, je l'ai gagné, mais j'ai été traité comme un moins que rien, j'ai été maltraité, j'ai vécu dans des conditions déplorables, etc. C'est remettre en question cet honneur qui a été gagné. Et donc, Sayad dit, ben finalement, se développe tout un mensonge collectif, parce qu'on a intérêt à ce qu'ils partent, et que ceux qui reviennent n'ont pas intérêt à écorner l'image pour conserver leur honneur. Et en fait, c'est ça aussi qui produit. Alors, je prétends pas que c'est encore le cas aujourd'hui. Encore une fois, je vous l'ai dit, je sais pas mes travaux, donc, mais on peut penser que ça peut être une explication, en tout cas. L'explication qui a été posée par Sayad dès les années 50-60, mais peut être aussi une explication encore actuellement. Et donc, dans ces trois âges, donc il y a ce premier âge-là, et puis en plus, Sayad vous dit, au fur et à mesure quand même, cette émigration-là, qui au départ est là pour sauver les traditions, pour sauver la ruralité, pour sauver les choses telles qu'elles étaient, elle produit des effets. Notamment, elle produit des effets parce que les gens qui vont travailler en France et qui ramènent l'argent, eh bien, veulent après avoir la décision pour comment utiliser cet argent. C'est-à-dire que les formes traditionnelles de pouvoir qui étaient liées à l'âge, à des statuts qui s'obtenaient, voilà. En fait, c'est pas ceux qui ont le meilleur statut au village qui vont travailler en France. C'est certains qui ont des statuts un peu plus précaires. Ceux-là, quand ils reviennent et qui disent mais c'est grâce à mon travail, j'ai travaillé comme un fou, je ramène l'argent, c'est moi qui permets au village de pouvoir subvenir, eh bien je veux prendre part dans les décisions, dans les manières dont sera utilisé cet argent. Et en fait, ça va déstabiliser les structures traditionnelles de l'autorité. Et cette déstabilisation des structures traditionnelles de l'autorité, ça produit ce que Sayad appelle le deuxième âge, c'est-à-dire que dans le deuxième âge de l'immigration, eh bien, on a des individus qui tentent leur chance. C'est-à-dire que c'est plus uniquement des gens qui sont envoyés par la communauté,
eh bien c'est des gens qui sont un peu plus des outsiders. Il prend un exemple en vous disant quelqu'un voilà qui est orphelin de père, qui a un statut un peu mis à l'écart à l'intérieur du village, qui a pas de femme, qui a pas d'enfant, qui est jeune et qui tente sa chance en France. Et donc ça c'est le deuxième âge et donc là c'est la jeunesse qui s'en va. Donc là la jeunesse commence à migrer en France et puis bon, je vous le fais vite, troisième âge, ben, c'est l'arrivée des femmes et des enfants. Et donc l'âge de l'installation pour une partie d'entre eux sur le territoire français. Donc ça aussi, ça peut être intéressant quand on voit. Alors là, je regardais les chiffres, j'ai été surpris. Là, j'ai vu que dans les chiffres de 2022 de l'INED, pour le coup, maintenant, il y a plus de femmes immigrées que d'hommes. Donc ça voudrait dire que ce modèle-là de l'homme immigré, etc., peut être en train de changer. Mais là, je vous avoue que je n'ai pas travaillé là-dessus, etc., je n'ai pas les données. Donc je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a ce retournement-là. En tout cas, pendant longtemps, il y a eu cette figure de l'homme. Mais maintenant, voilà, là j'ai les chiffres sous les yeux, alors à moins qu'ils soient faux, mais je pense pas. Alors c'est peut-être lié au fait que depuis là je vois sur la série d'immigration, depuis 2019, on prend en compte Mayotte, enfin le territoire de Mayotte, pas les Mahorais, mais le territoire de Mayotte. Et on sait qu'à Mayotte, il y a une immigration forte, et notamment une immigration des femmes des Comores qui viennent accoucher à Mayotte pour que leur enfant puisse avoir la nationalité française. Alors, est-ce que ça explique cet écart-là uniquement par Mayotte, je ne sais pas, mais c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Donc ça, c'était le deuxième point que tu m'as permis d'amener sur la question il faut penser l'émigration. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est on a le cas français, mais tout à l'heure, je vous ai dit les deux grands pays occidentaux qui ont une immigration historique, etc., c'est la France et les États-Unis. Et pour le coup, il y a aussi beaucoup de sociologues américains qui ont fait des grands travaux en termes sur cette question-là et sur cette question de l'immigration. Il y a notamment un travail très canonique de Thomas Ezianekis sur le paysan polonais, voilà, que personne n'a jamais lu parce que ça fait 9 tomes de 500 pages, mais que tout le monde cite, etc. Parce que voilà, personne n'a jamais lu. Enfin, ou alors si quelqu'un l'a lu, il a tout mon respect. En tout cas, moi, je l'ai pas lu. Ça m'empêche pas de le citer. Des fois, vous savez, on est un peu voilà, on arrive à jouer comme ça, mais bon, voilà, je peux quand même dire que ça a marqué l'histoire de la discipline sur ces questions-là, où on retrouve un peu le même modèle que Sayad, mais le cas polonais avec l'immigration vers les États-Unis. Et puis, il y a un autre ouvrage, donc là que j'ai lu par contre, de Louis Wiers, qui s'appelle Le Ghetto, qui est un ouvrage des années 30, de l'entre-deux-guerres. Et il est important parce que c'est un ouvrage d'une école en sociologie qui est importante pour la question migratoire. C'est l'école de Chicago. Alors peut-être que vous avez entendu parler de l'école de Chicago en économie. Donc ça, c'est des grands méchants. On les oublie complètement. On en parlera peut-être demain. C'est les suppôts du libéralisme actuel. On les retrouve dans l'école de Chicago. L'école de Chicago sociologique sont plus fréquentables et pour le coup, on les mobilise très régulièrement. Et donc dans cette école de Chicago, ils ont beaucoup travaillé sur le phénomène migratoire et notamment donc Louis Wiers qui lui a étudié le ghetto juif à New York. Et un élément qui peut être intéressant pour ça, et qu'on retrouve, et pour nous encore aujourd'hui, qu'on retrouve très souvent, c'est en fait, il a étudié la question du communautarisme. Vous voyez, pas besoin de faire un dessin, en ce moment on n'arrête pas d'entendre médiatiquement ou même politiquement dénoncer le communautarisme qui serait l'apanage de certaines communautés, qui n'irait pas avec le modèle français, etc. etc. Ce que fait le travail de Louis Wiers, c'est qu'il montre pourquoi il y a cette forme pas ce réflexe communautaire, mais cette forme de vie en communauté. Il explique, et d'autres sociologues le font aux États-Unis, à quel point le ghetto, c'est à la fois synonyme d'enfermement, puisque on est à l'intérieur de quartiers, ou dans les quartiers afro-américains, on est dans des quartiers spécifiques, mais c'est aussi émancipateur. Pourquoi ? Parce que c'est un espace où la violence symbolique ou la violence physique qui peut avoir lieu dans l'ensemble de la société américaine, eh bien là, les individus sont préservés de cette violence. Et ils peuvent vivre tel qu'ils l'entendent et développer une culture qui leur est propre. Et donc, le ghetto, en fait, produit finalement un sas d'accueil des nouveaux immigrants et permet une intégration très souvent en douceur, puisque c'est une intégration qui, voilà, je vous dis, qui permet ce petit sas avant d'en sortir pour aller, entre guillemets, dans la société américaine. Alors,
Ça, c'est le modèle qui serait le modèle le plus beau, sauf que, et c'est peut-être ça qui est intéressant, Wirth montre que, notamment dans le cas du ghetto juif, une partie des juifs qui quittent le ghetto new-yorkais et qui vont habiter dans d'autres quartiers de la ville, eh bien, se retrouvent voilà, soumis dans ces années 30 à une forme de racisme, des discriminations, etc., qui les poussent finalement à revenir habiter dans l'espace du ghetto. Et ce qu'étudie Wirth, c'est qu'au moment où ils reviennent dans l'espace du ghetto, c'est là où il y a une affirmation religieuse qui devient beaucoup plus importante, notamment une affirmation de l'orthodoxie juive, etc., etc. Donc il y a des pratiques qui sont beaucoup plus importantes. Donc lui, il lit ça à, voilà, on est sorti d'un espace protégé, et en fait, le retour s'accompagne d'une affirmation des valeurs. Un autre sociologue important américain, Goffman, vous direz, c'est transformer le stigmate en emblème, c'est-à-dire une affirmation d'autant plus forte de l'identité. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on peut avoir aussi ça comme grille de lecture quand on pense la recrudescence des pratiques religieuses dans les quartiers populaires en France. On pourrait se dire aussi que finalement, ces pratiques religieuses qui sont en augmentation, il s'agit pas c'est impossible de le nier, elles peuvent être liées aussi à ce mécanisme-là d'ostracisme, de ségrégation ou de difficulté à vivre dans l'ensemble de la population française. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas c'est ça et ce n'est que ça, mais c'est des pistes de réflexion pour essayer de voir comment est-ce que des analyses d'il y a une centaine d'années américaines peuvent être appliquées à la France. Donc ça, c'était mon deuxième point. Troisième point, peut-être, vous insistez, ce que font beaucoup pour le coup d'historiens, mais aussi de sociologues, insister sur le fait que en fait, l'immigration est d'emblée une question politique. Le quatrième point, ça je vous montrerai en quoi c'est une question économique que je vous ai un peu dit, mais c'est aussi une grande question politique. Alors pourquoi c'est une grande question politique ? Parce qu'en fait, la thématique de l'immigration, on doit la corréler à la question des États-nations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les États-nations ? Les États-nations, c'est des structures du pouvoir qui sont basées sur le principe de la nation, c'est-à-dire le principe d'une reconnaissance collective dans une communauté. Alors, peut-être pensez, le principe des États-nations, c'est celui qui s'impose au XIXe et au XXe siècle, notamment pour se soulever contre des empires. Vous avez l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, etc. Et vous avez une affirmation des nations et des nationalismes à partir de la langue, d'une culture commune, de pratiques culinaires, etc., qui se font et qui permettent l'émancipation des empires. Alors, si je vous dis ça aussi, parce que c'est assez... j'essaie de ne pas me perdre et de vous le dire assez vite, c'est de vous dire que on ne peut pas penser l'immigration si on ne pense pas à la question de la nationalité. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des immigrés, il faut qu'il y ait la nationalité. Et sauf que la nationalité, on pense que c'est quelque chose qui a toujours existé, le principe des nationalités, alors qu'en fait, c'est extrêmement récent. Figer la nationalité, le premier code de la nationalité en France, c'est en 1889. Auparavant, on ne détermine pas la nationalité et les principes de la nationalité. Alors, il y a des logiques où on dit, voilà, on pouvait être sujet du roi de France, etc. Mais on ne détermine pas qu'on fait partie d'une nation. Pour comprendre comment naît ce concept-là, là aussi, il faut revenir à la Révolution. Alors, vous me dites si je suis pas clair. J'ai le sentiment de pas trop l'être. Donc, vous me dites si je suis pas clair. Pour comprendre le principe de la nationalité, il faut revenir aux deux grandes révolutions de la fin du XVIIIe siècle, donc la Révolution américaine, la Révolution française. Et notamment la Révolution française. En fait, c'est à la Révolution française, un peu à la Révolution américaine, mais surtout française, que naît le concept de nation. Alors pourquoi c'est important ? C'est parce que il s'agit à ce moment-là, pour les députés élus du tiers-État, de proposer une légitimité politique qui peut s'opposer à la légitimité politique du roi. Il y a une légitimité politique de Louis XVI qui est roi de droit divin.
Donc à la fois, il y a tout le poids de la tradition monarchique, des multiséculaires en France, et puis il y a le poids de la religion. Donc quand vous êtes député de la Convention, eh bien, il faut opposer à cette légitimité du pouvoir du roi une autre forme de légitimité. Et donc c'est là où s'invente le concept de nation, l'idée que c'est la légitimité des citoyens et de l'ensemble des citoyens. Et donc la nation, au départ, et là aussi vous allez voir, il y a un glissement, la nation ça commence très à gauche et ça va finir à l'extrême droite, mais au départ le concept de nation, c'est un concept de gauche. C'est-à-dire que c'est l'idée que appartiennent à la nation tous les citoyens qui fondent la loi et qui acceptent de la respecter. C'est pour ça que je vous dis, c'est le tout petit moment là où on a la France terre d'accueil. C'est-à-dire que, alors, même si ça fait écho à hier, on ne pense pas aux femmes, donc on accepte tout le monde, bon, mais il faut être masculin. Mais par contre, dans cette logique-là quand même, c'est une petite période où il ne se pose pas la question des étrangers et des Français dans la nation française à ce moment-là. N'importe qui peut appartenir à la nation française tant qu'il accepte les lois votées par les députés et la nation, par les citoyens, et tant qu'il contribue à l'élaboration de ces lois. C'est notamment pour ça que voilà, il y a un statut des Juifs qui va être particulièrement favorable. C'est le premier pays en Europe à avoir un statut favorable pour les Juifs, notamment. Et c'est aussi pour ça qu'on va avoir des étrangers qui vont participer à la Révolution française, des Suisses, etc., et qui vont appartenir de plein droit à la nation française. Donc ça, vous voyez, c'est un concept révolutionnaire. Et au départ, cette idée de la nation, c'est s'opposer au pouvoir du roi. Et puis, progressivement, ça va rester un concept révolutionnaire, mais les Allemands vont en faire un concept un peu plus réactionnaire, c'est-à-dire un peu plus basé sur l'identité. Tout à l'heure, je vous disais, la nation allemande, elle est pas unifiée au XIXe siècle, elle va s'unifier qu'en 1870. Et donc, pour les Allemands, le concept de nation, et ce qu'ils vont appeler la nationalité, ça va être autour d'une langue commune, ça va être autour de pratiques communes, d'une culture commune, d'une religion commune, etc. Et donc, ça va avoir une dimension identitaire. Et c'est l'idée de l'union de l'Allemagne qui va se faire au nom de la nation. Mais pensez que c'est encore, à ce moment-là, un concept révolutionnaire. Et vous avez, pareil, dans le XIXe siècle, une partie dans les Balkans, par exemple, de nations qui s'opposent au pouvoir de l'Empire austro-hongrois, au pouvoir de l'Empire ottoman, au nom de ce concept de nation et de ce concept qui devient un concept un peu plus identitariste. Et puis, au fur et à mesure, ce concept devient de plus en plus identitariste et va basculer, tel qu'on le connaît maintenant, à l'extrême droite. Mais il faut avoir en tête que une idée politique, finalement, elle a une vie et elle peut basculer, et ça dépend du contexte. Je pensais à ça en réfléchissant tout à l'heure, je me disais, vous voyez, la nation kurde, par exemple, en ce moment, voilà, le concept de nation au Kurdistan, c'est un concept éminemment révolutionnaire et éminemment de gauche. Parce que dans le contexte politique tel que dans lequel se retrouvent les Kurdes, eh bien, l'affirmation d'une nation, ça, c'est quelque chose d'éminemment de gauche. Donc ça dépend des configurations politiques. Il faut toujours avoir ça en tête, et il faut avoir en tête qu'aussi les concepts peuvent passer d'une identité politique à une autre. C'est la même chose pour le drapeau français. Le drapeau français, c'est un drapeau révolutionnaire, c'est le drapeau de la Révolution, le rouge et le bleu de Paris, le blanc du roi, etc. Il y a un enjeu en 1830, au moment de la monarchie de Juillet, pour que Louis-Philippe accepte ce drapeau-là. Voilà, c'est un enjeu fort. Et puis, au fur et à mesure, le drapeau français est de plus en plus et de plus en plus tiré par l'extrême droite. Et aujourd'hui, voilà, quand vous avez un drapeau hors Coupe du Monde de foot, etc., si vous avez un drapeau français chez vous, bon. Voilà, ça pose la personne d'un point de vue politique. Alors, si je vous dis ça, c'est parce que c'est à partir de cette idée-là, donc, que naît l'idée de nationalité. Et donc, il va y avoir, et il faut penser l'immigration en lien avec cette question aussi de la citoyenneté et de la nation. C'est-à-dire que le phénomène migratoire devient ce qu'on appelle un problème social. Alors, en sociologie, un problème social, c'est un enjeu de débat médiatique et politique. C'est-à-dire qu'il y a des éléments, voyez, qui existent, mais qui ne sont pas à l'agenda politique et médiatique, dont on ne parle pas, parce que c'est pas à l'agenda. La sociologie dit un problème social, c'est ce qui est mis en avant par l'agenda politique et médiatique.
Si je vous dis ça, c'est parce que l'immigration, ça marche bien. C'est-à-dire que pendant tout le 19e siècle, il y a des grandes bagarres, voire même des affrontements qui font des morts, entre les ouvriers français et les ouvriers étrangers. Sauf que dans la presse ou politiquement, c'est uniquement relayé comme des affrontements entre ouvriers. C'est-à-dire que le prisme de l'affrontement entre des Français et des étrangers, donc le prisme du national et de l'étranger, n'est jamais présent. C'est ce qui est vu, c'est voilà, ces gueux d'ouvriers, ces gueux de prolétaires qui se battent entre eux, voyez comme ils sont pas développés, etc. Et c'est pas présenté d'un point de vue politique. Pourquoi ça va avoir une importance politique? C'est au moment de la Troisième République, quand on va se poser la question de la citoyenneté. Finalement, la Troisième République arrive. Alors vous savez sûrement que les débuts de la Troisième République, c'est très chaotique. On se demande s'il ne va pas y avoir une remise en place de la monarchie. Mais finalement, au bout de quelques années, ils font l'exploit, les monarchistes. Ils sont majoritaires à la Chambre, mais ils ne sont pas d'accord entre deux candidats. Donc, ils ne se mettent jamais d'accord. Ça ne ressemble pas à ce qu'on vit aujourd'hui. Ils ne se mettent pas d'accord, ça ne marche pas. Et donc, finalement, c'est les républicains qui l'emportent. Se pose la question là, donc il va y avoir enfin le suffrage universel, encore une fois masculin. Une fois qu'il y a le suffrage universel masculin, se pose la question de qui a le droit de voter. Et comment on définit qui a le droit de voter. Et donc, sachant qu'en plus, à ce moment-là, c'est aussi les bases de l'État-providence. Commence à se mettre en place un fragment d'État social. Donc avec qui a le droit de voter, se pose aussi la question, qui va avoir le droit à certaines aides. Qui va avoir le droit d'être aidé par l'État? Qui a droit à accéder au statut de fonctionnaire? Donc une fois que toutes ces questions sont posées, eh bien, il s'agit de dire, et c'est là où en fait où l'État va commencer à séparer les Français des étrangers. Et va commencer à se poser la question et se dire, et ils se rendent compte, c'est pour ça que je vous dis que c'est une réalité qui devient un problème social, et là ils font des recensements, ils se rendent compte qu'il y a 2 millions d'étrangers en France, sur le sol français tel qu'ils entendent les étrangers à l'époque. Et donc, ça leur saute aux yeux en se disant, mais c'est pas possible, en fait, il y a tous ces étrangers en France, comment c'est possible, bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et donc, c'est à partir de là qu'il va y avoir tous les débats autour du code de la nationalité. Il faudra attendre 1886 pour que soit adopté ce code de la nationalité, qui va être, politiquement à ce moment-là, plutôt, on va dire, plutôt ouvert à la question des étrangers. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que se met en place le droit du sol, notamment. Oui. C'est juste 2 millions, mais quelle est la population? Ça, je ne l'ai plus en tête. Je dirais que c'est... Non, je ne veux pas dire de bêtises. C'est parce que j'ai relu les 2 millions, mais pour pouvoir comparer, bon, je dirais que c'est entre 35 et 40 millions, mais après, je peux dire des bêtises. Et donc oui, il faut séparer les Français des étrangers. Voilà, et donc, oui, un code de la nationalité favorable aux étrangers. Alors pourquoi c'est toujours après une question d'opportunité politique? À ce moment-là, il y a un consensus qui se fait. N'oubliez pas l'état politique à ce moment-là, 1886, la guerre contre l'Allemagne est dans toutes les têtes. Il y a cette idée-là qu'il faudra récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et dans les élites politiques, il y a cette idée que il y a peu aussi je vous l'ai dit, de jeunes Français, la natalité française est en baisse, et il faudra des soldats pour l'armée. Et donc si le code de la nationalité applique le droit du sol, c'est pas par grandeur d'âme, etc. C'est parce qu'il y a un intérêt à ce moment-là à ce que les personnes qui naissent en France aient la nationalité française. Ça n'empêche pas que, à partir de ce moment-là aussi, comme va être discuté le code de la nationalité, c'est aussi le moment où ça devient un enjeu de débat public et où on a les premiers gros événements et les gros événements politiques qui opposent des visions de ce qu'est la nation. Donc ça va être l'affaire Dreyfus, où va avoir un grand débat national, vous savez, sur la question où le racisme va être présent, où la question de l'étranger va être présent. C'est aussi le moment où il y a un best-seller de Drummond qui s'appelle La France juive. C'est un livre qui est écrit, un brûlot antisémite, mais qui va se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. Et donc la question de la nationalité et pour le coup la question du racisme, etc., rentre dans le débat politique.
Et ça devient un enjeu pour classer ensuite les différents partis politiques à partir de cette question de la nationalité et de comment se positionner par rapport au code de la nationalité. Donc c'est pas pour dire que tout est un éternel recommencement, mais finalement les configurations qu'on voit maintenant et les débats sur la nationalité, être plus ou moins ouverts, etc., ben c'est des débats qu'on retrouve de manière cyclique à partir de ce moment-là, donc la fin du 19e siècle. Et finalement ça va même être la matrice, parce que beaucoup d'auteurs disent que l'affaire Dreyfus, c'est la matrice de l'opposition entre la droite et la gauche en France actuellement. C'est à partir de l'affaire Dreyfus qu'en fait, il y a les vrais positionnements de gauche et de droite et qui historiquement se fondent. Et donc finalement, vous voyez, la question de l'immigration, je vous dis que c'est une question politique, puisque immédiatement, ben, ça va forger le débat politique et les positionnements de chacun, de la gauche et de la droite. Est-ce que les Juifs sont vraiment des immigrés en France à ce moment-là ? Non, mais en tout cas, ça pose la question de la nationalité, parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils méritent la nationalité française ? Est-ce que, avec le grand débat déjà est-ce qu'il leur faut une terre à eux et c'est des pays, c'est des individus sans nation, etc., etc. Donc en tout cas, il pose la question de la nationalité. En tout cas, ça l'amène dans le débat public. Et voilà, donc c'est toujours important de voir ça. Et puis donc je vous dis, il y a des positionnements bien différents qui sont à chaque fois liés à des opportunités politiques. Et voilà, et il y a en tête aussi que on ne peut pas penser l'immigration si on ne pense pas le développement de l'État. Voilà, l'immigration, c'est aussi des choses aussi basiques que des papiers d'identité, le contrôle des frontières, l'état civil, des registres, etc., etc. C'est aussi à partir de là, c'est pour ça que je vous dis qu'on doit penser, si on pense l'immigration, il faut penser la constitution de l'État et l'idée de la nationalité également. Donc c'est une affaire politique, mais je vous l'ai dit un peu tout à l'heure et je vais le redire, c'est aussi une affaire, l'immigration, éminemment liée au monde du travail. Et je vous ai dit que c'est une affaire politique, mais pour autant, quelque chose qui vous montre à quel point c'est une question centrale, notamment pour le patronat. Il y a quelque chose qui est assez surprenant quand on connaît pas trop le sujet et qu'on se penche sur le sujet. Il faut avoir à l'esprit qu'en fait, l'État ne s'occupe pas de l'immigration en France jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas l'État qui est en charge de la politique migratoire de la France. La politique migratoire, elle est déléguée au patronat. Et donc, ça a beau être une grande question d'État dont je vous ai parlé tout à l'heure, il se trouve que c'est encore plus une question économique. Et les patrons sont encore plus tournés vers cette question migratoire. Et donc, c'est eux qui vont gérer ça, notamment à partir des grands comités, ce qui est l'ancêtre du MEDEF. Voilà, l'Union des houillères, qui deviendra l'Union des industries, l'UIMM, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Voilà, qui sont les grands corps syndicaux patronaux, qui vont créer la Société Générale d'Immigration. Et c'est cette Société Générale d'Immigration qui, au nom de l'État français, s'occupe de l'immigration en France. Notamment qui va en Pologne, dans le cas des mines du nord de la France, qui va négocier directement avec le gouvernement polonais, qui passe des accords avec le consulat de Pologne en France, etc., pour gérer l'immigration. Ils feront la même chose avec les Italiens, etc. Donc il faut avoir en tête pour vous montrer à quel point c'est une question patronale et c'est une question industrielle, cette question de l'immigration. Donc, aussi pour les questions que je vous ai données tout à l'heure, il n'y a pas de main-d'œuvre, etc. Donc ce qui pose aussi une question tout de suite pour le mouvement ouvrier, c'est de se dire que la classe ouvrière, l'immigration, c'est aussi finalement, très marxiste, chez Marx c'est ça, il y a l'idée que voilà, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas assez de main-d'œuvre, quand on est face à une pénurie de main-d'œuvre. La logique libérale, si les libéraux appliquaient vraiment leur logique, eh bien ils devraient augmenter les salaires pour attirer la main-d'œuvre. Ils devraient améliorer les conditions de travail, etc. Ça ne se passe pas comme ça. Généralement, on n'a pas assez de main-d'œuvre. On va chercher de la main-d'œuvre dont on a besoin, qui permet de ne pas améliorer les conditions de travail, voire même de les dégrader encore plus. Et donc, très vite, il va avoir cette question donc, de la main-d'œuvre immigrée qui va être très importante donc, dans le monde industriel, dans la classe ouvrière française. Ce qui fait aussi que, là aussi, on retrouve des questions actuellement. Dès 1880, s'il y a des tensions dont je vous parlais tout à l'heure entre les ouvriers français et les ouvriers étrangers, c'est parce que les ouvriers français reprochent
Alors il se trompe c'est toujours pareil, il se trompe de coupable, mais il reproche aux ouvriers étrangers, eh bien, de faire baisser les salaires, de faire une pression par le bas sur les conditions de travail, etc. Donc là encore, vous voyez, dans la logique, Marx le dit très bien, il dit voilà, il y a une orchestration de l'immigration. Voilà, c'est aussi l'immigration chez Marx est liée au capitalisme, et c'est le capitalisme qui organise l'immigration à l'échelle internationale. C'est pour ça aussi que chez les marxistes, il y a une pensée internationaliste, pour pouvoir faire baisser les conditions de travail. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on peut encore, on se pose encore toujours la question, il me semble, entre comment on réconcilie, maintenant on dit les campagnes et les banlieues, on pourrait, si on réfléchit, se dire comment on réconcilie la classe les classes populaires françaises et les classes populaires étrangères ou les classes populaires immigrées. Donc voilà, finalement c'est cette question-là. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a des relations complexes parmi les organisations d'extrême gauche dès 1880, mais encore plus dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est complexe, voilà. Mais il se trouve quand même que dans l'entre-deux-guerres, c'est un peu des formes d'attraction-répulsion. Je ne vais pas vous dire que à l'extrême gauche et à gauche, il va y avoir un refus des immigrés. Non, c'est qu'il y a des phases d'attraction-répulsion, et notamment une phase d'attraction. Les immigrés vont être particulièrement importants et particulièrement présents dans le développement de la CGT et dans le développement du Parti communiste à partir des années 20 ou 30. Vous avez vu sûrement avec la panthéisation ou panthéonisation de Manouchian, l'affiche rouge. Quand vous voyez l'affiche rouge, c'est tous des communistes, et c'est tous des immigrés. Donc il y a aussi eu, pour le développement du Parti communiste et le développement des organisations de gauche, un apport non négligeable des travailleurs immigrés. Mais il y a toujours des relations difficiles qui notamment font dire, pareil, c'est quelque chose qui est connu, Georges Marchais et le Parti communiste qui au début des années 80 a des positionnements extrêmement violents vis-à-vis de l'immigration et va réclamer le départ des immigrés, etc. C'est ces discours-là extrêmement forts parce qu'on est toujours dans cette phase-là. Et malheureusement, j'aimerais bien pouvoir vous dire il faut faire ça pour que ça marche. Je suis plutôt là à vous dire non, on retrouve les mêmes problématiques. Il faudrait voir comment est-ce qu'on a réussi à l'époque à les résoudre pour essayer de le faire aujourd'hui. Dernier point, peut-être j'ai pas regardé l'heure. Ouais, c'est bon. Dernier point sur cette question-là, on peut peut-être parler de la question du travail aujourd'hui. Parce que pour le coup là, il y a plusieurs sociologues qui ont travaillé là-dessus. Notamment, quelque chose qu'on peut entendre, qui est assez... Alors peut-être on l'entend un peu moins, mais à un moment c'était le mantra du RN, de dire 3 millions de chômeurs, c'est 3 millions d'immigrés. Vous savez, les immigrés volent le travail des Français, etc. Bon, je suppose qu'ils le disent encore un petit peu, etc. Bon. Il faut avoir en tête que, que ce mode de réflexion-là, il est complètement faux d'un point de vue économique et d'un point de vue du monde du travail. C'est-à-dire que, là encore, le patronat, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est une grande capacité d'adaptation et de plasticité. Et donc, il a réussi à se servir de cette immigration, notamment, c'est ce que disent plusieurs, notamment Emmanuel Terré, qui est un anthropologue, pour produire de la délocalisation sur place. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Le grand mot d'ordre du patronat français, qui est pour le coup beaucoup moins patriote que le patronat allemand ou le patronat italien, etc. Dès qu'ils peuvent délocaliser, ils le font, etc., pour baisser les coûts, etc. Sauf qu'il y a des activités que, si je me place du côté du patronat, malheureusement, on ne peut pas délocaliser, notamment le BTP. Une activité extrêmement importante, extrêmement rémunératrice. Et ça, si vous devez construire un pont, il faut le construire là. Si vous devez faire des gros aménagements, il faut le faire là. Alors, comment ça marche? Pour vous montrer que les immigrés volent pas le travail des Français, je m'appuie notamment sur ce travail-là, qui est un travail remarquable de Nicolas Jounin, Chantier interdit au public, où il a travaillé, lui, dans le bâtiment, et sur des gros chantiers. C'est pour ça que je vous dis un pont, je vous dis des gros investissements publics. Et il montre comment les travailleurs immigrés, et plus particulièrement les travailleurs immigrés clandestins, sont une main-d'œuvre qui est particulièrement recherchée dans ces milieux-là. Pourquoi? Parce que c'est, pour le dire un peu vulgairement, de la chair à canon. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que ces travailleurs-là,
eh bien, c'est grâce à eux que le patronat peut faire des formes de délocalisation sur place. Et pour vous dire à quel point ils sont, donc une main-d'œuvre qu'on va payer pas cher ou qu'on va surexploiter, etc. Pour vous dire à quel point ils sont plastiques, c'est qu'ils font ça sans avoir aucun risque juridique. Alors, comment ça marche? Ça marche avec le principe de la sous-traitance déjà. Sur ces très très grands chantiers, vous avez les 5 majors du bâtiment, Bouygues, Eiffage, Lafarge, j'en oublie, Vinci, voilà, et j'en oublie une, mais c'est 5 immenses entreprises du CAC 40 qui sont internationales, qui vont obtenir ces grands marchés. Sauf que très rapidement, elles vont à peine mettre le pied sur les chantiers, et il va y avoir des effets de sous-traitance. Donc on sous-traite à une entreprise un peu plus petite qui peut sous-traiter, etc. Jounin dit qu'il a travaillé sur des chantiers en banlieue parisienne où il y avait 5 niveaux de sous-traitance. Alors pourquoi ce niveau de sous-traitance? C'est d'abord pour externaliser les risques, les impondérables liés au bâtiment. Vous savez, quand vous faites du bâtiment, si vous avez rénové une maison, vous le savez, il y a des impondérables et ça prend du retard. Dans des chantiers comme ça, il y a des pénalités. Sauf que si vous faites de la sous-traitance, c'est pas vous qui payez les pénalités, vous pouvez les reporter sur l'entreprise qui est en dessous de vous. Deuxième point également aussi, c'est un moyen d'externaliser le risque juridique. C'est-à-dire que tout le monde sait que des sans-papiers sont employés, mais puisque c'est l'entreprise sous-traitante qui le fait, c'est pas la grosse boîte qui sera pénalisée, c'est l'entreprise sous-traitante. Et d'ailleurs, c'est à ça que servent les agences d'intérim. Jounin dit, ce qui marche, c'est, à la fin, on passe par des agences d'intérim, et vous allez voir comme c'est encore plus cynique, c'est-à-dire que les agences d'intérim, des travailleurs qui ont besoin de travailler, bien évidemment, viennent dans ces agences d'intérim, s'inscrivent avec des faux papiers. Tout le monde sait que les papiers sont faux, l'agence d'intérim également, mais elle va pouvoir se retrancher derrière un élément juridique en disant, vous savez, moi je ne sais pas distinguer des vrais papiers des faux papiers. Ce qui fait que le risque juridique, il retombe sur le travailleur. Vous voyez le système cynique, c'est-à-dire qu'on les exploite et en plus les fruits les risques de l'exploitation retombent sur le travailleur qui est accusé d'avoir falsifié ces papiers-là. C'est arrivé, mais alors c'était avant que vous soyez à l'Assemblée, mais il y a eu, je crois dans le bouquin il le cite, il y a un chantier à l'Assemblée où il y a un inspecteur du travail qui vient d'ailleurs, et il voit qu'il y a je ne sais pas combien de pourcentage des travailleurs du chantier de l'Assemblée nationale qui est effectué par des travailleurs immigrés sans papier. Et donc Jounin dit bien, c'est pas ces travailleurs-là, ils volent pas le pain des Français, puisque tout le système est fait pour les faire travailler eux. Il explique, d'ailleurs, lui, il est blanc, etc., français, entre guillemets, de souche. Eh bien, il va mettre près de 6 mois ou 1 an à pouvoir rentrer dans les agences d'intérim. Ils ne veulent pas l'envoyer sur le terrain. Donc, il est obligé de filouter, etc. Il finit, au bout de 6 mois, 1 an, par aller dans l'agence d'intérim. Mais au départ, son dossier est systématiquement mis de côté, puisque c'est un Français, il a sa carte bonne et due forme. C'est pas ça qui est recherché. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un marché du travail où les travailleurs immigrés ne volent pas le travail des Français, c'est-à-dire qu'il y a une organisation du marché du travail qui s'est réorientée pour utiliser cette main-d'œuvre de la manière la plus cynique possible. Et c'est le cas pour le coup dans le bâtiment, mais c'est aussi le cas dans le secteur, alors moins pour le coup à Limoges, mais à Paris oui, du secteur de la restauration. Où il y a une partie de la main-d'œuvre dans le secteur de la restauration, notamment les plongeurs, les petites mains, etc., qui sont à qui on utilise volontiers ce type de main-d'œuvre-là. Et puis maintenant, avec le développement du capitalisme de plateforme, l'ubérisation, etc., les livreurs sur leur vélo, etc., là aussi, on est face à des travailleurs qui sont des travailleurs immigrés, clandestins, et dont on recherche justement cette difficulté, cette faille juridique, ou en tout cas cette fragilité juridique, pour pouvoir mieux les exploiter. Je ne vois aucune acte correspondant à réorienter. Pardon, j'ai allumé Siri sans faire exprès. Donc voilà, pour vous dire que ces questions-là, elles sont toujours présentes,
Malheureusement, et c'est souvent ce qu'on peut reprocher à la sociologie, j'aimerais bien vous dire, voilà, il faut faire ça, 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 et on arrangera le monde, etc. Mais ça, je peux pas forcément vous le dire, mais c'est au moins vous donner des bases et pour essayer de comprendre un peu cette question-là.